Donc j'ai le plaisir d'être ce soir avec vous, que je ne connais pas tous bien sûr, mais aux côtés de Pierre Cornu, historien, dont les trois travaux ont croisé histoire des sciences et des techniques, les mondes agricoles, les enjeux environnementaux et l'action publique, et qui depuis quelques années, je ne saurais pas dire combien, porte une réflexion critique sur la crise des temporalités. Et cet ouvrage, Leçons hérétiques sur l'histoire du temps présent, donc, est sorti cette année aux éditions 205 dans la collection à partir de l'Anthropocène. Et d'autres textes traitent de cette question, de cette intégration que tu as, Pierre, sur cette réflexion critique sur la question des temporalités, de la temporalité, en tout cas d'une crise. Et donc, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire, mais dans votre avant-propos, à la première ligne, vous citez le philosophe tchécoslovaque Jan Patočka, j'espère que je prononce ça correctement, mais je me suis entraînée à côté d'un de mes collègues qui est tchèque, donc j'ai pu vérifier qu'on disait comme ça. Et Jan Patočka, donc, un cours qui s'appelle Le commencement et la fin de l'Europe. Et ce cours, il le diffusait sous le manteau durant l'hiver 74-75, donc il y a 50 ans, bientôt 51 ans. Et ce cours sera publié après sa mort. Une mort pas tout à fait accidentelle, sous le titre « Essai hérétique sur la philosophie de l'histoire ». Il sera publié en Allemagne de l'Ouest avant d'être traduit en français en 1999. Je ne sais pas, Pierre, si vous l'avez lu en tchèque, ou en allemand, ou en français. Et donc, le titre de votre livre rend directement hommage, en fait, à ce texte de Patočka, dont je disais qu'il était essai hérétique sur la philosophie de l'histoire, et là, leçon hérétique sur l'histoire du temps présent. Et je me demandais si finalement cette filiation, avant qu'on rentre dans des questions de contenu, c'était finalement pas aussi une manière de dire que retravailler les généalogies intellectuelles, c'était important d'être de s'inscrire dans un temps et de dire d'où on part. C'est un livre qui source beaucoup votre pensée, votre travail. Et cette question des généalogies intellectuelles qui est souvent passée sous le tapis, je trouve de plus en plus souvent. Et là, je trouve être complètement assumée. Est-ce que je me trompe? Merci beaucoup Valérie pour cette première question. Bonsoir à toutes et tous. Je pense qu'effectivement, cette question va me permettre d'expliquer comment ce livre est né. Et effectivement, à partir de quelle lecture, de quel voyage dans le temps et dans l'espace, puisque en tant qu'historien, c'est ma pratique usuelle de chercher des décalages dans le temps pour retrouver une curiosité sur les moments de l'histoire, ne pas les regarder de manière convenue, ne pas les regarder avec le point de vue des vainqueurs de l'histoire, et essayer de regarder l'histoire de l'Europe contemporaine sous des angles qui n'ont pas été explorés par les historiens, et surtout poser la question de ce qui se passe dans notre monde contemporain en cherchant des points de repère dans le temps, dans les œuvres littéraires, philosophiques, scientifiques, qui nous permettent de penser ce qui nous arrive. Et effectivement, ma pratique d'historien, elle est double. Elle est de me dire, à la fois j'ai ce métier de lire des archives, de lire des morceaux de passé, mais j'ai besoin de leur donner du sens. Et pour leur donner du sens, j'ai besoin de me nourrir de pensées. Et ce n'est pas nécessairement une pensée du même lieu que celui où je travaille, du même temps que celui où je vis. Et je fréquente depuis très longtemps la littérature et la pensée de la Mitteleuropa, et je trouve que beaucoup d'écrivains et de penseurs de cette Europe médiane questionnent de manière critique la pensée française, les sciences humaines et sociales françaises, à la fois avec une forme de révérence, voire d'admiration, mais aussi de dire « vous n'avez pas un point de vue universel sur le monde, vous n'avez pas le seul point de vue possible,
Et notre vécu, notre histoire, nous donne un autre point de vue et peut-être que vous pourriez vous enrichir à penser l'histoire autrement que depuis Paris et depuis le monde intellectuel français. Et moi, je trouve que cette injonction à décaler le regard, elle est pertinente et que j'ai, comme enseignant, appris à construire des cours sur l'histoire de l'Europe en l'envoyant depuis les Balkans, depuis la Russie, depuis la Scandinavie. Et ça change la chronologie, ça change les échelles de temps et d'espace, et ça change la manière de penser l'histoire, tout simplement. Et là, en fait, ce livre, c'est le résultat d'un cours public donné à l'école urbaine de Lyon il y a 2 ans maintenant. Et je me posais la question, effectivement, comme historien, qu'est-ce que j'ai à dire sur l'Anthropocène? Je ne suis pas un sociologue, je ne suis pas un économiste, je ne suis pas un écologue, mais je suis quelqu'un qui voyage dans le temps, qui est capable de rencontrer des pensées d'autres époques et de les ramener à la vie aujourd'hui pour les faire dialoguer avec notre situation. Et il me semble que même s'il y a, et on le voit dans cette librairie, une profusion de travail intellectuel, artistique, de création pour penser notre monde actuel, il y a aussi un effet d'enfermement dans le présent, un effet de trappe intellectuelle à être obsédé par l'équation insoluble de la crise écologique dans laquelle nous sommes, et que faire un pas de côté, à la fois dans l'espace, en allant dans un autre espace que l'Europe de l'Ouest, et dans le temps, en allant interroger des périodes qui ont connu des crises parfois aussi douloureuses que la nôtre, mais avec des éléments différents, peut nous aider à nous dire, tiens, si on allait chercher d'autres ressources intellectuelles pour penser le présent. Et pour moi, revenir à Jan Patočka, c'était me dire, et finalement, si ce livre était une ressource pour penser notre maintenant. Et en creusant ces textes, je me suis dit qu'effectivement, il y avait une pensée de l'oppression, une pensée de l'absence de solution, de l'absence de devenir, qui résonnait de manière étrange avec notre présent, et que ça méritait une étude. Et l'idée m'est venue qu'effectivement, ce côté clandestin de la pensée de Patočka, cette pensée contre un système dominant, ce souci d'une vie dans la vérité malgré l'oppression, eh bien, résonnait très fortement avec le temps présent qui est le nôtre. Alors justement, le temps présent, vous dites, la situation anthropocène, là je vous cite, constitue un moment d'une extrême vulnérabilité, donc ça je voudrais qu'on en parle, et vous dites, c'est un présent sans lendemain. Alors c'est même pas sans lendemain qui chante, c'est sans lendemain. Donc je voudrais qu'on parle de ça, cette singularité du temps présent, du temps anthropocène, d'une extrême vulnérabilité, alors que vous avez évoqué juste avant des temps extrêmement brutaux. Patočka en est une des expressions, en tout cas il a travaillé, mais d'autres encore, en tout cas sur la seconde, enfin tout le XXe siècle, on va dire qu'on a connu des acmés quand même extrêmement délirantes. Et donc là, qu'est-ce qu'il y aurait de singulier, ce temps présent anthropocène? Alors, il faut que j'introduise ici un autre élément de ma pratique en tant qu'historien, c'est que je suis un historien hors les murs. J'ai quitté il y a cela quelques années l'université et l'univers des facultés de lettres et de sciences humaines pour travailler dans un organisme de recherche agronomique. Je suis un historien immergé dans la recherche sur les questions agricoles, alimentaires et environnementales, et je travaille avec des écologues, avec des agronomes, avec des spécialistes des systèmes alimentaires, avec des spécialistes de la pollution des sols, avec des spécialistes de l'impact de l'élevage sur le climat. Et je vois toutes les données s'accumuler de la crise écologique, de l'impasse de nos modèles agricoles et alimentaires sur Terre. Et comme historien, je me dis, mais mes archives ne me suffisent pas. J'ai besoin de données sur les écosystèmes, j'ai besoin de données sur les objets techniques qui envahissent notre monde, j'ai besoin de données sur les polluants éternels, qui sont des archives elles aussi, des archives vivantes qui circulent dans nos corps, dans nos environnements, dans l'eau de nos robinets. Et donc j'ai besoin d'avoir une vision beaucoup plus large du temps historique qui convoque non seulement des acteurs sociaux, mais aussi des machines, des êtres vivants, des objets inertes, des paysages. Et faire cette histoire totale, c'est se rendre compte qu'effectivement, il y a des inerties terrifiantes. Nous sommes les héritiers, effectivement, de choix faits antérieurement à nous, qui nous mettent dans une équation qui, en apparence, est insoluble,
Je n'ai pas l'impression qu'à Belém, on trouve la solution sur l'accélération du changement climatique, ni même qu'on en ait une volonté très aiguë. Et donc, voilà, il y a cette idée que notre présent est une trappe, nous sommes bloqués, et que l'attitude que ça amène naturellement, je dirais, c'est humain, c'est soit d'être dans la panique, ben voilà, c'est terrible ce qui nous arrive, et c'est un cauchemar, ou d'être dans le déni. Mais non, c'est pas grave, c'est des fausses nouvelles, les scientifiques se trompent, ils sont alarmistes, etc. Et l'historien, c'est un spécialiste du récit. Quel est le sens du moment que nous sommes en train de vivre dans l'histoire? Et la singularité de ce moment, c'est de n'avoir pas de lendemain évident. C'est l'idée que la trame du temps, dont nous connaissons plus ou moins la texture depuis, on va dire, le paléolithique et le néolithique, mais cette trame du temps, on a l'impression qu'elle s'effiloche et que devant nous, il n'y a plus de chemin. Parce que on voit, on imagine que les degrés supplémentaires de réchauffement climatique, la fin de certaines ressources, la pollution de nos villes et de nos océans fait que la vie va devenir à la limite du vivable. Et donc voilà, se pose la question d'une fin de l'histoire. Et cette angoisse de la fin de l'histoire, elle nous rend à la fois possiblement éveillés et possiblement stupides. Et on voit bien autour de nous qu'il y a une tentation de la bêtise. Et comment on fait, quand on est un chercheur en histoire, pour ne pas verser dans le catastrophisme, ne pas verser dans le défaitisme et dire quelles ressources peut-on mobiliser pour vivre ce temps anthropocène et le déverrouiller? Parce que c'est ça qu'il s'agit. Tant qu'il y a l'espoir de déverrouiller les choses, il faut chercher. Il faut chercher par tous les moyens. Et pour moi, les ressources ne sont pas que dans les sciences et les techniques, elles sont aussi dans les imaginaires, dans la littérature, dans la philosophie, et dans une réflexion sur l'histoire. Mais une réflexion sur l'histoire qui ne soit pas une nostalgie pour un paradis perdu. L'historien n'a pas de paradis perdu à vous vendre dans le passé. Je n'ai pas non plus à vous dire un moment dans le passé où on aurait pris une mauvaise bifurcation, on aurait fait le mauvais choix de la technique, de la modernité, du capital, etc. Et avant, l'humanité aurait été belle et saine. Non, il n'y a pas de passé comme ça dans l'humanité. Ce qui marque l'histoire humaine, et ça, Jan Patočka le dit très bien, c'est la problématicité. C'est le fait que l'humain dans le monde est problématique, intrinsèquement. Et qu'aujourd'hui, cette problématicité, elle se traduit par une toute-puissance et une toute-impuissance, les deux à la fois. Et c'est ça, en fait, qui nous donne le vertige. Nous sommes tout puissants et impuissants à la fois. Alors justement, pour filer cette mise en résonance avec parce que vous l'évoquez, hein, cette résonance historique entre les années de normalisation, entre guillemets, hein, consécutive à la répression qui a suivi le printemps de Prague, et notre temps présent qui est hanté par la crise globale, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais on va dire de la biosphère, hein, et qui est donc partagée entre panique et déni. Là aussi, on pourrait trouver d'autres mots. On cherche quand même, hein, on se dit, est-ce qu'il y a des signaux faibles, lumineux, qui peuvent se trouver effectivement dans la pensée, mais aussi dans l'action, hein, il y a exactement, enfin, il y a aussi cette chose-là, et qui nous permettent de trouver une voie justement différente, seule ou collectivement, entre justement ce déni et cette sidération. Enfin, voilà. Et donc, vous en référez à la question de la figure de l'hérétique. Et donc, c'est dans le texte enfin, le titre de Patočka, c'est aussi dans votre titre, cette question de l'hérétique, et qui ne serait pas... qui serait un rebelle. Enfin, moi, j'ai pensé à un pirate. Je me suis dit, parce que Michel Lusseau est dans la salle, et c'est souvent la figure du pirate qui le convoque. Et j'aime bien cette idée, hein, du pirate, du rebelle, qui n'est ni un cynique, ni un sceptique, mais qui est, voilà, qui est encore dans ce désir de l'action de pensée, de cette chose peut-être alors puissante, je ne sais pas si c'est le terme, mais qui permet de continuer à penser ce monde. Donc j'aimerais que vous nous parliez de cette figure de l'hérétique et pourquoi vous la convoquez jusque dans votre titre. Alors, comme chercheur, comme professeur des universités,
je suis toujours insatisfait de voir que les mondes intellectuels peuvent développer une vision extrêmement raffinée, critique du monde, mais que le passage de la critique à l'action est toujours très délicat et que euh, la prise de risque parfois n'est que rhétorique. Et que, au fond, ce qu'aiment les intellectuels, c'est être du côté de la raison et du bien, et que se mettre véritablement en danger et accepter de s'immerger dans une situation à risque dont on ne sait pas ce qu'elle va devenir est toujours beaucoup plus délicat. Et pour moi, l'hérésie, c'est accepter de sortir aussi du confort académique, du confort intellectuel, de cadres de pensée qui sont rendus obsolètes par la situation anthropocène. C'est le fait que nous n'avons plus les outils intellectuels, les outils politiques pour agir dans le temps présent et qu'il faut accepter un lâcher-prise intellectuel. Accepter de dire « je ne comprends plus ». Mes outils, mes méthodes, ce que j'ai appris sur les bancs d'université, ça ne marche plus. Et moi, je me suis rendu compte, comme enseignant, à un moment donné dans ma carrière, mais la manière dont je raconte l'histoire, dont je l'explique, avec mes archives très classiques, mes concepts venus de l'histoire, de la géographie, d'un peu de sociologie, etc., ça me file entre les doigts et ça ne convainc pas les étudiants à qui je parle. Et donc, j'ai été amené, et c'est peut-être ça qui m'a donné cette idée de leçon hérétique, parce que je vois qu'il y a dans la salle des gens qui ont été mes étudiants il y a très longtemps dans les caves de la MSH de Lyon, à un moment où j'avais en face de moi des étudiants qui disaient « ce que nous recevons à l'université ne nous nourrit plus », et moi j'avais une insatisfaction sur ce que je donnais aux étudiants. Et je leur ai proposé de faire un séminaire clandestin dans les caves de l'université lyonnaise et de travailler vraiment à partir de textes, de réfléchir sur les concepts, sur le sens des mots, sur une nouvelle manière de penser la situation présente et de dialoguer avec le passé. Et voilà, faire ça dans l'ancien siège de la Gestapo lyonnaise, voilà, tous les historiens écoutent toujours les résonances des lieux. Hein, et de se dire qu'effectivement, il y avait un imaginaire. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas où est l'ancien siège de la Gestapo lyonnaise, c'est la maison des sciences de. Voilà, c'est la maison des sciences de l'homme, c'est avenue Berthelot. Absolument. Et donc voilà, avec ce petit groupe d'étudiants, on se retrouvait là, on discutait de textes. Déjà, je commençais à leur faire lire du Patočka. J'ai la suite dans les idées. Et puis, à l'époque, ces étudiants étaient en master. Depuis, ils ont fait des thèses pour certains d'entre eux. Et ils ont été en dialogue avec moi et avec d'autres pour porter justement l'idée qu'il faut penser à nouveau frais le monde contemporain, il faut questionner le rapport des humains et des non-humains, le rapport des idées et des machines, et il faut réinterroger les choses autrement. Et donc, l'hérésie pour moi, si je la compare à la piraterie, l'hérésie a une démarche d'invention de nouveaux langages. L'hérésie, il y a une réflexion de fond sur le rapport du langage à l'action, sur comment on crée de nouveaux mots pour interagir différemment avec le monde. Je reviens à Jan Patočka. Pour lui, ce qui caractérise le monde contemporain, c'est à la fois sa problématicité et le fait que les humains sont ébranlés dans leur rapport à l'existence par un déficit abyssal de sens. La modernité n'est pas capable de produire un sens qui nourrit l'âme humaine. Et pour lui, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse ni dans la religion, ni dans l'idéologie, ni dans des paradis artificiels à ce déficit de sens. Il faut que les humains acceptent leur propre problématicité et l'idée que le sens, non seulement n'est pas donné, mais n'est pas disponible potentiellement. Il n'y a pas d'autre sens que celui que l'on se construit, que l'on partage entre êtres humains, conscients de l'être. Et donc cette idée-là de la vulnérabilité, la fragilité de l'humain, d'accepter le côté bancal, le côté cabossé de l'époque. C'est ça qui permet de créer l'idée que le temps ne nous est plus donné, c'est à nous de le tisser devant nous. Et donc, pour le faire, d'abord, il faut collaborer, il faut accepter nos faiblesses, nos vulnérabilités, nos contradictions. Il ne faut pas imaginer qu'on va se débarrasser de tous les méchants, de tous ceux qui n'ont rien compris, de tous ceux qui ne sont pas de notre faction, et que si seulement on pouvait se délester de tout ça, on trouverait des solutions aux problèmes du monde. Non, il faut faire. Il faut faire avec les sociétés telles qu'elles sont, il faut faire avec le vivant tel qu'il est. Et ça demande une humilité, notamment de la part des intellectuels, pour accepter de se retrousser les manches et de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire dans la ville où je vis, dans le temps présent où je suis, mais en convoquant des ressources qui ne sont pas toutes là, qu'il faut aller chercher en élargissant un peu le spectre et en allant chercher des ressources
de tous ordres, en tout lieu. Donc oui, pour moi, ce que peut apporter l'historien, c'est de dénoncer les faux récits, c'est de dénoncer la fatalité de l'histoire, et de montrer que l'histoire est ce que nous voulons bien en faire. Pour autant, les big data des sciences du climat, des sciences de la biodiversité sont là, et donc il y a à la fois des contraintes gigantesques et écrasantes, et des libertés dont il faut se saisir. Comment on fait pour être respectueux des contraintes et avoir l'esprit ouvert aux opportunités des libertés qui sont là, à notre portée, pour agir? Parce que, pour moi, en tout cas, et là, c'est peut-être le moment où j'ai quand même quelque chose d'assez politique à dire, le désespoir face à l'idée que Poutine et Trump gagneront toujours, non, c'est une vue de l'esprit. Ce sont des représentants d'un vieux monde obsolète. Ils s'accrochent à des choses qui ne sont pas viables. Leur modèle de relancer les hydrocarbures, de relancer la puissance par la conquête territoriale, c'est désespéré et désespérant. Ils ne peuvent pas être la solution, même pas une solution nihiliste. Et donc il faut se dire que ce qu'il est important pour nous, c'est de tenir bon dans la tempête, tenir bon actuellement dans ce fameux backlash anti-écologique, en se disant, de toute façon, un jour, demain, après-demain, les sociétés demanderont des solutions qui sont du côté de la vie. Je pense quand même qu'on peut faire confiance aux sociétés humaines et à leurs alliés non humains pour un jour revenir du côté de la vie et donc regarder ce que nous sommes capables de reconstruire sur les ruines, effectivement, de ce que des puissances qui ne veulent pas comprendre la fragilité du monde sont en train de continuer à dévaster. Donc oui, il faut se désoler de la perte de la biodiversité, des victimes déjà, des méga-feux, des sécheresses, de la pollution à New Delhi. Je ne sais pas si vous avez vu comme moi dans le Monde d'hier que voilà, l'Iran pense à évacuer Téhéran. Enfin, on en est à cette échelle d'impact du changement climatique. Voilà. Donc, on est dans l'irréversibilité. Mais il ne faut pas confondre l'irréversibilité avec une fatalité absolue. Il y a des irréversibilités, c'est pour cela que nous sommes responsables de l'histoire. Parce que quand nous faisons un choix ou un non-choix, les conséquences sont irréversibles. Et pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de devenir. Il n'y a plus de devenir prescrit et il n'y a plus de lendemain qui chante, ça c'est certain. Dans votre livre, il y a plusieurs, il y a un découpage, un chapitrage, bien sûr, mais qui correspond, comme vous l'avez dit, à ces cours publics qui ont été donnés à l'école urbaine, qui étaient initiés d'ailleurs par l'école urbaine de Lyon, et là je crois que c'était en 2023. Il y a deux endroits, deux chapitres, en tout cas deux mots, moi, qui me paraissent importants de développer un petit peu. Il y a cette question de la sélection. Et peut-être ça résonne avec cette question des vivants dont vous parliez, hein. Et puis cette question de la domestication qui est au cœur de notre, en tout cas de notre espèce, parmi les espèces, à vraiment œuvrer à cette question-là. Et donc, quand on regarde l'histoire, on voit bien ces moments de bascule où ces sujets-là sont devenus problématiques alors ils existent depuis longtemps. La sélection, ça fait même partie de la question de la vie, enfin, de manière intrinsèque. Alors, il ne vous aura pas échappé que il y a une certaine mode à convoquer les grands textes bibliques et notamment l'Apocalypse, parce que voilà, on a l'impression qu'on est dans une atmosphère de fin des temps et que on peut lire de manière bigote, anxieuse, littéraire, enfin de toutes les manières, ces grands textes religieux sur des imaginaires de la fin des temps. Et en fait, il y a toujours un fonctionnement dialectique entre la lecture de l'Apocalypse et la lecture de la Genèse, et on n'a jamais autant parlé de la théorie de l'évolution et de savoir si l'homme a toujours été un destructeur. Il y a plein de livres hein, qui se publient, de grandes figures scientifiques pour dire est-ce qu'il y a une rupture dans le comportement de l'humanité dans la modernité? Est-ce que l'humanité serait devenue folle? Ou est-ce que l'humain a toujours porté en lui la destruction, la domination, etc. Et donc, en fait, on voit bien comment on est en train de compacter le temps et de faire se regarder en miroir la Genèse et l'Apocalypse et écraser la complexité de la temporalité. Et c'est là que Patočka est utile, parce que Patočka nous dit, mais non, toute l'histoire est problématique. Tout le devenir historique des sociétés humaines, c'est des arrangements, des compromis boiteux, des tentatives de mettre en politique la vie de la cité, puis il y a quand même des inégalités entre les genres, et puis la figure de l'étranger, de l'autre, etc. Et donc,
les sociétés sont toujours dans cette complexité. Et en fait, pour moi, et c'est là que la méthode des sciences sociales n'est plus suffisante, il faut arriver à penser les choses non seulement comme des sociétés, mais comme des socio-écosystèmes, puisque les humains font partie de la zone critique de la Terre. Ils sont des vivants parmi d'autres. Alors la zone critique, excusez-moi, hein, petite explication de texte courte, petite note. Note de bas de page. Petite note de bas de page tout de suite. La zone critique. Alors, en 2 mots. Donc la zone critique est un concept de géosciences qui considère que, on parle souvent de la planète Terre, mais en fait, ce qui se passe au centre de la Terre, ou même à 20 km sous nos pieds, ne nous concerne pas beaucoup. Et puis la stratosphère ne nous concerne pas tant que ça non plus. Et l'idée, c'est qu'il y a une zone critique qui est la partie entre le sous-sol, le sol et l'atmosphère, où l'essentiel des phénomènes liés à la vie trouve ses régulations, ses nutriments et ses cycles. Donc c'est les fameux cycles biogéochimiques, et tout se passe dans la zone critique, dans des échanges, dans des flux descendants et ascendants, et notamment les flux du carbone, entre les profondeurs de la Terre et l'atmosphère. Et l'idée, c'est que les géosciences nous disent, finalement, les êtres humains, en tout cas leurs industries et les grandes puissances industrielles, ont tellement fait sortir de carbone du sol que les métabolismes du système Terre n'arrivent plus à recapter le carbone que nous émettons dans l'atmosphère, et donc nous produisons ce fameux effet de serre. Et donc, la zone critique, c'est un concept qui vise à prendre conscience de la fragilité des équilibres biogéochimiques qui rendent notre vie possible, et celle de tous les autres vivants, et donc de prendre soin de la Terre, de prendre soin, en tout cas de la zone critique qui est celle dans laquelle la vie est possible pour nous. En dessous, il n'y a pas de vie possible. Dans le vaste univers, a priori, malgré les rêves d'aller terraformer Mars, ben pour le moment, on n'en est pas là. Et donc, la zone critique est la seule dans laquelle la vie et nos vies sont possibles. Et donc, il faut en prendre soin. Voilà, pour la note de bas de page. Merci. Et donc, parce que juste avant la note de bas de page, on parlait de sélection. Oui. Et c'était ça. Alors, j'ai parlé de la Genèse parce que finalement, tous les grands récits des grandes religions révélées et des grands mythes fondateurs des civilisations évoquent la création des êtres vivants. Et pourquoi ceci et pas cela? Et puis, tous les grands récits ont des figures de destruction. Et pour moi, ce qui me fascine comme historien, c'est de me dire que les moindres de nos actes, ou de nos non-actes, ont des effets d'irréversibilité. Alors, les premières sociétés humaines avaient des tout petits effets d'irréversibilité, mais à partir du moment où on décidait de chasser telle proie et pas telle autre, ou quand les humains ont commencé à domestiquer le chien, enfin le loup qui est devenu le chien, les humains ont développé des traits de caractère dans cette espèce qui les rendait susceptibles de vivre avec les humains. On a créé une coévolution des humains et des loups pour avoir un animal qui soit utile pour la vie des groupes humains. Et à chaque fois que dans une portée de chiots, on sélectionne ceux qu'on trouve plus jolis, plus sages, plus obéissants ou meilleurs chasseurs, eh bien, on va détruire des lignées potentielles, sélectionner des lignées viables, et les humains ne cessent de se sélectionner eux-mêmes, pas du tout sur des principes rationnels d'ailleurs, et de sélectionner le vivant et le monde autour d'eux. Et donc, ce processus de coévolution fondé sur la sélection, il est fondateur de la dynamique historique. Et ce qui paraît aberrant aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de sélectionner des dirigeants qui nous détruisent et de contre-sélectionner les choses qui pourraient nous permettre de nous maintenir en vie dans des sociétés viables et vivables. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'il y a de pathologique dans notre temps présent qui fait que les processus sélectifs et coévolutifs que nous brassons depuis des millénaires, eh bien, mènent à la destruction et à la disparition. Donc pour moi, il est temps d'affronter la question de ce que veut dire sélectionner et comment on choisit des commensaux pour vivre ensemble dans un monde viable. Qu'est-ce qui fait qu'on est capable de créer un monde viable? Je reviens sur le concept de biodiversité.
Biodiversité, c'est abstrait. Il faut combien d'espèces pour faire de la biodiversité? Il faut combien de variétés de graminées pour faire une prairie heureuse? La question, c'est, on est arrivé à un point où on a tellement peu pris soin du vivant que eh bien, la biodiversité s'effondre, c'est-à-dire que les écosystèmes n'arrivent plus à se maintenir. Et donc, on a besoin de se poser humblement la question, que faut-il faire pour réparer? Alors, non pas revenir à des états antérieurs, les espèces qui ont disparu, mais avec les espèces végétales et animales que nous avons sous la main, y compris celles que maintenant nous détestons. Voilà, nous n'aimons plus nos sojas transgéniques. Il y a de bonnes raisons de ne pas aimer le soja transgénique, mais voilà, il est partout sur la planète. Comment on fait avec le vivant qui est avec nous? Comment on est fait pour ne pas simplement maudire ce que nous avons construit, mais pour dire, eh bien, il va falloir faire monde avec ça. Et c'est pour ça que pour moi, le récit que l'historien doit proposer, c'est un récit qui embarque des êtres pas commodes, pas confortables, pas beaux. Nous non plus, nous ne sommes pas très beaux. Et nous devons nous trouver le moyen, voilà, de construire un monde avec ça. Oui, alors la tâche est rude, mais oui, nous devons trouver les moyens. Mais après, il y a aussi ce sujet de la domestication. Alors, vous l'avez un peu abordé avec cette affaire de la sélection en parlant chien, loup, etc. Mais la domestication qui est aussi un peu au fondement de notre survie, d'une certaine manière. Et je pense notamment à la question des plantes. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une exposition en ce moment au Musée des Confluences qui s'appelle Amazonie, et au sein de laquelle on voit des peuples amazoniens qui, on voit très bien comment ils ont domestiqué le manioc, qui au départ est une plante toxique pour notre espèce et pas que, et qui ont trouvé le moyen, la technique, la technologie, hein, une technologie non carbonée, mais une technologie quand même pour que cette racine qui pousse en très très grande quantité, qui est toxique, devienne propre à notre consommation. Donc c'est une manière, on a discuté avec Stéphane Crozat, qui dirige le centre de recherche de botanique appliquée, et qui nous explique que l'immense majorité des plantes que nous consommons aujourd'hui, y compris la pomme de terre, la tomate, enfin des choses très, très, très communes, on va dire, hein, même si elles ont été elles-mêmes le fruit de sélection, étaient impropres à notre consommation. Et donc, pendant des siècles et des siècles, etc., notre espèce a domestiqué, a transformé, a agi, mais dans un sens comment dire, de la vie. Dans un sens de la vie. C'est un très bon exemple. Moi, c'est pour ça que j'ai ressenti le besoin d'aller travailler avec des écologues et des agronomes, pour comprendre le rôle d'acteurs historiques des plantes, des animaux, des milieux. Parce que la domestication, ça n'a pas que dans un sens. Les moutons et les tomates nous domestiquent aussi. Et il y a toutes sortes de vivants, notamment ceux qui peuplent notre microbiote, qui sont des conséquences des choix alimentaires que nous avons faits. Et nous nous sommes nous-mêmes sélectionnés sur nos capacités à digérer tel ou tel aliment, avec des alliés ou des ennemis qui sont des microbes, des virus, etc. Et en fait, c'est une histoire qui doit être pensée de manière systémique, l'évolution. Et effectivement, les choix de domestication peuvent être lus au premier degré comme la domination de l'humain sur les animaux et les végétaux, mais l'histoire est bien plus compliquée que ça. Parce qu'effectivement, quelque part, cette alliance que nous avons nouée au néolithique avec les plantes et les animaux nous oblige. Nous avons à la fois des dépendances vis-à-vis de ce qui fait notre alimentation, mais nous avons même une dette morale, et il y a une dimension qui est culturelle et presque politique dans notre rapport aux plantes et aux animaux qui peuplent nos écosystèmes. Donc je pense que là aussi, il faut accepter l'idée que si le monde se délite, si notre maison commune se délite, et moi j'utilise volontiers l'ambiguïté du mot domestication qui vient de maison pour dire que domestiquer, c'est à la fois faire entrer dans la maison des humains, des non-humains, mais c'est aussi accepter que nous ne pouvons pas avoir une maison qui soit uniquement humaine. Nous avons besoin d'êtres de toute taille et de tout genre pour faire maison. Et la grande difficulté, c'est qu'on a tellement réussi à faire maison commune de l'humanité qu'on a pensé qu'on pouvait se passer de nos premiers alliés, d'abord,
les mépriser, les maltraiter. Et donc là, on a quand même un choc en retour qui est assez violent. Moi, je peux vous dire que mes collègues agronomes, quand ils voient non plus plafonner, mais descendre les rendements, qui se disent qu'une bonne partie des bases de notre alimentation, dans 20 à 30 ans, on ne peut plus les cultiver dans l'essentiel des terroirs français, il y a des questions à se poser. C'est vrai pour les ressources forestières, c'est vrai pour les pollinisateurs. Donc on a des grandes questions à se poser sur nos alliances avec le vivant, sur comment on pense ça. Et donc là encore, l'historien a besoin de se dire, ah oui, mais c'était quoi la relation avec les abeilles il y a 500 ans? C'était quoi la relation avec les alimentations lactées, carnées, etc. Comment on est devenu consommateur de fromage, de vin, etc. Ça nous dit des choses sur l'espace des possibles, de la viabilité et de la durabilité de nos conditions de vie. Donc pour moi, la question de la maison, d'abord elle est centrale dans ce qui fait société, ce qui fait humanité. Avec qui on fait maison? Est-ce que la maison est une forteresse qui nous permet de faire la guerre au monde entier, hein? Est-ce que la maison est ouverte? Est-ce qu'elle a des portes et des fenêtres? Est-ce que la maison est conviviale? Moi, je pense par exemple à la problématique montante des réfugiés climatiques. Sont-ils bienvenus, pas bienvenus dans la maison commune? Qui a le droit de rentrer dans la maison? Vous voyez bien comment certains puissants de ce monde ont un imaginaire où 1 ou 2% de l'humanité va survivre à la crise parce qu'elle va se bunkériser avec des ressources. On peut peut-être être un peu plus inclusif, mais jusqu'où on est inclusif? Et jusqu'où on peut faire un débat démocratique pour dire qui on va embarquer dans l'arche de Noé, je reprends un mythe biblique de la Genèse, de la réinvention d'un devenir et d'une habitabilité de la planète. Et on voit bien comment ce débat il est intrinsèquement démocratique, comment il pose la question du politique sur, oui, changement climatique, fin de certains systèmes agricoles et alimentaires, qui vont être laissés pour compte. Et je trouve que on a besoin de mettre sur la place publique ces questions-là et de montrer que ce n'est pas d'hier ou d'avant-hier que ces questions se posent. Parce que la question de ce que nous faisons au vivant, de qui est inclus, qui est invité à la table et qui était laissé à la porte, c'est quand même des questions qu'on brasse depuis longtemps dans les sociétés humaines. Et on a des réflexions sur les questions de justice, d'équité, d'inclusivité qui méritent d'être rebrassées aujourd'hui dans la situation anthropocène. Eh bien, je vous remercie. Je propose qu'on élargisse la table justement des échanges, cette place publique à cette magnifique librairie. Et je remercie encore une fois Guillaume Pertry de l'Œil Cacodilate parce que c'est une belle maison. Voilà, on est dans une bonne maison, comme on dit, à Lyon. Merci à vous.